Hey tout le monde, Alicia, hey, Evan here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h et ses environs sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Comment ça va tout le monde? Let's go pour un nouvel épisode du WhatsApp Pod. As usual, plusieurs sujets aujourd'hui dont on va traiter. Mais avant ça, comme d'habitude, et ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, ce WhatsApp Pod vous est présenté par Rare Bootleg. Si vous voulez des t-shirts aux effigies de vos célébrités préférées, le lien est en barre d'infos. Et pareil pour tout ce qui est Chain Nation, le lien est en barre d'infos. Allez donner de la force à WhatsApp Girls, WhatsApp Pod. Parce que pour la saison qui arrive, on en a bien besoin, moi je vous le dis. C'est parti, premier sujet dont on va parler. Keke Palmer et Usher sont ensemble. Non, je parle pas de couple vraiment, je parle de musique. Voilà, il y a Usher qui a sorti son dernier single qui s'appelle Boyfriend. Et en fait, il y a Keke Palmer qui joue l'actrice, la modèle principale dans la musique. Et ils se sont servis un petit peu de tout le buzz qu'il y a eu autour de l'histoire de Keke Palmer au concert avec son ex-compagnon qui l'a affiché sur les réseaux, qui n'a pas supporté, ils se sont séparés, qu'il n'a pas respecté, tout le bordel. Et du coup, a rebondi un single, dont le clip est sorti au moment où je vous parle, il y a moins d'une heure, je crois, que j'ai regardé directement. Donc le clip, il a été tourné à Las Vegas, parce que comme vous le savez, il y a Usher qui est en residency à Las Vegas, avant d'arriver à partir de la rentrée vers octobre-novembre en France. Ok. Sauf que je crois que je serai à LA à ce moment-là, donc j'ai mort. Mais c'est pas grave. Because I want to go see Usher. Je veux aller voir Usher. Voilà. Mais bref, donc le son, il est catchy, il est boppy. J'aime bien le fait qu'ils aient rebondi sur ça. C'est des vrais entertainers en fait, avec un grand E, vraiment. Ils ont rebondi sur le truc, ils l'ont tourné un peu à la dérision, au côté vraiment hip-hop R&B du truc. Il y a un storytelling derrière, j'ai grave kiffé. Il y a plein de petits shades et de messages aussi dans le clip. Il y a aussi, en gros... Moi, de ce que j'ai compris du clip, bien évidemment, je me base sur ce que moi j'ai compris. En fait, c'est... comment vous expliquer? En fait, ça montre un peu le fait que Usher, c'est une légende, que Keke Palmer a grandi avec sa musique, qui représente beaucoup pour lui. Donc, du coup, vous voyez Keke Palmer, à un moment, habillée en Usher, dans son fameux style avec la fameuse veste en cuir marron avec le U, comme dans à un moment elle danse, elle fait les pas de danse, les fameux pas de danse de Yeah, où elle fait ça avec ses doigts devant la caméra, etc. Pour montrer. Et lui, en fait, le message qu'il a de boyfriend, c'est en mode je suis dans ta tête, je suis toujours là, dis à ton boyfriend que vas-y, c'est comme ça. Parce qu'en fait, lui, comme c'est une légende et qu'il est dans la tête plus ou moins de toutes les jeunes femmes qui ont grandi avec lui, c'est en mode dis à ton boyfriend que c'est comme ça, je suis dans ta tête. Mais c'est... En fait, il y a plusieurs sens dans la musique. C'est pas en mode je vais tacler ton gars, je sais pas quoi. C'est plus dans le sens... avec tout ce que j'ai fait, bien sûr que je suis présent et bien sûr que ta compagne me connaît, elle a grandi avec moi, je suis l'un des premiers mecs sur lesquels elle a sûrement fantasmé et j'ai tellement de classiques et je suis tellement rentrée dans la légende que je serai là. Quoi que tu fasses, je serai dans sa tête en fait. Quoi que tu fasses, je fais partie de sa vie. C'est un peu dans ce style-là. Elle a fait une shade en mode maintenant je suis une mère, désolée, j'ai raté le concert. Ah ouais, maintenant je suis une mère en mode I'm a mother, etc. Donc voilà, à la fin c'était un peu ça. À un moment, il y a une scène dans l'ascenseur. Bon, je vais pas trop vous spoiler, mais il y a une scène dans l'ascenseur où justement elle chante un des singles phares de Usher, You Remind Me. Où en mode elle dit ouais, c'est tellement un classique que tout le monde sait où il était, où tout le monde a un souvenir par rapport à ce single. Et c'est vrai que moi j'en ai un. Je me rappelle avec You Remind Me, avec ma cousine Sania, on était fans, on était chez ma tante et elle avait plein de trousses de maquillage et on écoutait cette musique, on avait mis une chaise au milieu du salon, on s'était maquillé avec son maquillage et on faisait des chorés sur You Remind Me, enfin... on était petites en plus, on devait avoir genre 6 ans, tu vois, genre à tout péter, mais genre pour dire qu'on a tous plus ou moins quand je dis 6 ans, ouais, dans ces eaux-là, je sais même pas quand c'est sorti, You Remind Me, je vous casse pas. Mais genre, on a tous un souvenir avec You Remind Me of a girl that I want you. Et franchement, voilà, et moi, j'ai ce souvenir-là, où on essayait de faire son équilibre là où il reste et tout, enfin. Donc,
il y a plein de messages derrière et franchement j'ai grave kiffé la subtilité, j'ai grave kiffé les messages, j'ai grave kiffé le clip qui a été fait. Ça se voit que Kiki elle s'est rendue à Las Vegas pour le tourner. J'ai grave kiffé, enfin j'ai kiffé. Et en fait, comme je vous l'ai dit dans le dernier What's Up Pod, je vis pour ces moments de culture là en fait. J'ai conscience que ça aura pas la même saveur et la même valeur pour tout le monde parce que on n'est pas tous de la même génération. Pas tout le monde n'a suivi ça. Il y a plein de gens peut-être qui connaissent même pas Kiki Palmer de base. C'est pas tout le monde qui a grandi vraiment dans l'âge d'or de Usher. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais que ça aura pas la même saveur pour tout le monde, mais mon but c'est quand même de transmettre et de vous expliquer quelle saveur ça peut avoir pour certaines personnes. Et c'est pas qu'une question d'âge, dans le sens où moi, il y a certaines choses qui ont de la valeur ou que je connais parce que en grandissant, comme je me suis intéressée, j'ai fait mes recherches, j'ai kiffé, j'ai écouté et je peux avoir une attache. Genre là, j'ai ma filleule qui est là, elle a 15 ans, elle écoute des sons, elle avait 3 ans quand c'est sorti, mais pourtant les sons, elle les kiffe et ça a une saveur particulière pour elle. Donc elle va se renseigner sur les artistes et leur histoire et elle va regarder des trucs et tout. Donc il y a certains trucs où tu peux comprendre quand même si c'est pas forcément ta génération ou ta période. Tu n'auras pas eu un certain âge au moment où c'est arrivé, bien sûr, mais tu peux quand même avoir une certaine attache ou comprendre la valeur de certaines choses quand ça arrivé ou quand ça arrive dans la culture. Donc franchement, moi, je vis pour des petits moments comme ça. Donc voilà quoi. C'était évident, mais allez le voir. Je dis pas que ça va être un single de fou. Je dis pas que... Voilà quoi. De toute façon, mon single de cœur, il est sorti aussi vendredi. Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans le What's Up Pod. But j'ai kiffé. Je pense que je me surprendrai encore à regarder le clip. J'aime bien cette vibe. J'ai l'impression de retrouver un petit peu cette vibe positive, façon de cette side un peu positive du hip-hop, tu vois. Pas trop sexualisée, pas trop négative, pas trop machin. Vraiment même le côté R&B, genre là, j'ai kiffé. Et d'ailleurs, il y a un single qui est sorti ce vendredi qui représente ça aussi, où je vis pour la personne, je vis pour le single. J'aime trop, je le saigne depuis qu'il est sorti. Et je me suis dit, ah purée, si j'aurais fait un clip, c'est ça. Et cette personne-là m'a remotivée à reprendre la musique, parce que comme vous savez, Flex, ça va faire bientôt 2 ans que c'est sorti, et tout le monde me dit, mais c'est quand tu fais, et franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, il faut vraiment que je reprenne la musique, parce que c'est ma passion, c'est une de mes premières passions, j'ai toujours fait, et il faut que je fasse. Et là, quand je vois ça, j'ai eu 2 moments comme ça, au concert de César, et là. Mais bref, je vous en parle pas maintenant, parce que sinon, ça va faire back-to-back, donc voilà. Deuxième sujet dont on va parler, c'est de Bobbi Althoff, de Drake, etc. Alors... Je vous fais un court résumé. Bobbi Althoff, c'est une podcasteuse qui a pété il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'elle a fait les interviews, en l'occurrence, de Drake, Lil Yachty, bon, avant ça, Funny Marco, et dernièrement, Taïga. Elle s'est fait plus ou moins démarquer, elle s'est démarquée, entre guillemets, pour son côté très condescendant, beach face, rest in beach face, très, voilà quoi, un peu inculte, enfin genre... pas du tout étonné, voilà, son humour très ironique, un peu noir, condescendant, etc. Et en fait, j'avoue que de l'extérieur, cette meuf, c'est comme si c'était personne. Elle a pop-up avec un dernier podcast de plus d'1 heure avec Drake, dans un lit, qui traite de sujets de ouf, et avec une heure d'humour aussi, clairement, qui a fait je sais pas combien de millions, je crois, presque plus de 19 millions de vues et tout. Et puis après, la Lil Yachty, puis après, la Taïga. Donc on se dit, mais what the fuck, c'est qui cette meuf qui pop-up comme ça alors qu'on la connaît même pas? Voilà. Et en fait, récemment, il s'est passé quelque chose, c'est que Drake l'a unfollow et a fait supprimer sa fameuse grosse interview avec elle sur YouTube. Donc, plus ou moins, c'est sûr que vous êtes tombé sur des extraits sur TikTok ou sur Instagram de ces interviews-là. Et voilà. Donc, en fait, ce qui se serait passé, faut savoir qu'en plus, juste avant, elle était au concert de Drake et elle avait fait une vidéo un peu humoristique où en fait, elle est au concert de Drake et elle fait la gueule comme ça, alors que ses potes, genre à côté, sont en train de danser et elle a fait la gueule comme ça. C'est vraiment son truc de marque, quoi. Après, il y a plein de gens qui ont dit ouais, mais elle a copié sur la meuf du Chicken Spot là de UK. C'est sûr, pareil, vous êtes déjà tombé sur ces interviews. C'est une blonde qui fait des interviews dans un truc de poulet, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, elle, pareil, un ton grave condescendant. En même temps, elle veut sortir avec tout le monde parce qu'elle cherche un boyfriend et tout. Je kiffe ces interviews. Et en gros, les gens disent qu'elle a un peu pompé elle et une autre meuf qui s'appelle Aubrey, je sais plus quoi, pareil, je crois que c'est une actrice qui est connue justement pareil pour cet air très condescendant en interview et tout. Bref.
Du coup, il y a DJ Academics qui a fait une vidéo pour expliquer réellement ce qui s'était passé. Donc, voilà ce qui se serait passé. En fait, faut savoir que Bobby machin là, comment elle a pété, c'est que elle a fait une interview avec un humoriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Funny Marco. Pour faire cette interview, elle a payé Funny Marco $300, donc c'est pas cher. De toute façon, de base, une interview censée servir à la personne interviewée. Donc voilà, il y a plein de gens comme ça qui sont pas super connus qui acceptent. Bon, Funny Marco, c'est quand même quelqu'un aux États-Unis dans la sphère afro-américaine de comédien, tu vois, mais voilà. Elle a interviewé Funny Marco. Drake est tombé sur ce style d'interview, il a kiffé, il lui a dit viens on fait une interview ensemble. Vous savez que Drake de toute façon il est connu pour donner la force comme ça, c'est-à-dire que tu peux être n'importe qui, il tombe sur ce que tu fais, il te valide, il va te pousser. Ce qu'il a fait avec Ice Spice, c'est ce qu'il a fait avec Blockboy JB, c'est ce qu'il a fait avec Wizkid, même si Wizkid c'est déjà quelqu'un avant, mais vous voyez ce que je veux dire, genre il a toujours fait ça. Dès qu'il tombe sur quelqu'un qui valide ce que la personne a fait, sans argent, non, sans rien, hein, il va la pousser. Il y a plein de gens qui vont dire ouais, c'est une culture vulture, il se sert du buzz de la personne, il se sert du talent de la personne, mais en réalité, il y a plein de gens qui ont pété à l'international, qui sont devenus mainstream, qui sont devenus quelqu'un parce que Drake leur a donné leur en fait. Genre au bout d'un moment, voilà, Drake il s'est quand même fait par lui-même d'abord, et après il a certaines inspirations, quand il valide, il va pousser. Bref, c'est ce qu'il a fait avec Bobby Althoff là. Résultat, ils ont fait l'interview a pété. Et après ça, Drake, il a dit, bah vas-y, il faut que tu fasses une interview avec mon pote Lily Ali, parce que c'est son meilleur ami dans l'industrie. Lily Ali et Drake, ils sont comme ça. Du coup, elle a fait une interview avec Lily Ali. Et ensuite, Tyga, qui est aussi pote avec Drake. D'ailleurs, elle a fait genre qu'elle connaissait pas Tyga dans l'interview de Drake. Donc voilà, back to back. Ça fait des millions. Maintenant, bah voilà, elle rentre vraiment dans la culture et tout. Et au final, ce qui se serait passé, c'est que cette fameuse Bobby a fait une interview avec d'autres podcasteurs, où là, du coup, elle n'est pas dans son rôle un petit peu de meuf aigrie, là. Et elle a un peu mal parlé sur Lily Ali. En mode, ouais, que c'était un mec bizarre, qui faisait trop le mec, que l'interview s'est passée chez lui, qu'il lui a même pas dit bonjour, qu'il a même pas cala, qu'il a fait genre ses 2 assistants qui couraient que partout pour lui, qu'elle se sentait pas à l'aise, que c'était trop bizarre. Voilà. Et du coup, en fait, ce move, Drake ne l'aurait pas du tout validé. Et donc, il aurait unfollow et il aurait demandé à supprimer la vidéo dans la foulée en disant comment ça, toi, t'es personne, je te pousse, tu deviens quelqu'un grâce à moi, je t'envoie chez mon gars, qui est quelqu'un aussi. Et toi, en fait, première chose que tu fais, c'est que tu vas dans une autre interview et tu craches sur mon gars. Genre, en plus, tu dis des choses qui sont même pas dans l'interview, ou en fait, tu dis des choses qui se sont passées hors caméra. Le mec te ramène chez lui pour te donner la force, parce que moi, je lui ai dit, il te connaît pas. C'est quand même une personne qui est assez connue, qui est une célébrité. Bah forcément, tu vois, voilà quoi. Donc, elle qui n'a pas forcément les codes, bah, je pense qu'elle a commencé à trop parler et ça aurait pas plu à Drake. Donc, voilà l'histoire pour laquelle, soi-disant, avec Bobby Althoff et Drake, voilà quoi. Donc, je pense que soit ça va mettre un coup dans sa carrière, soit elle va commencer à interviewer d'autres gens qui ne sont pas forcément dans le game hip-hop. Mais en tout cas, on verra bien. Mais je sais que ça a fait parler. Donc pour ceux et celles qui suivent Bobby Althoff, qui se demandaient d'où elle sortait, qui c'était, pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé avec Drake, ou des trucs comme ça, bah voilà. Au moins, je vous ai raconté. Vous en faites ce que vous voulez. Je sais pas si ce sujet vous intéresse, mais quand même, moi, je vous parle de ce qui m'intéresse et ce qui est important. Donc voilà quoi. Troisième sujet, Beyoncé a défendu Lizzo lors de son Renaissance Tour. Donc, comme vous le savez, il y a Lizzo qui est suivie en justice par plusieurs de personnes pour qui elle a travaillé, en l'occurrence des danseuses, ouais c'est ça. Mais après, il y a d'autres personnes qui ont parlé qui n'étaient pas danseuses, pour harcèlement moral et SEULE. Et résultat, Lizzo est dans la sauce. Elle a été cancel de Super Bowl, elle a été cancel du festival Made in America où elle devait headliner avec SZA de Jay-Z. Depuis, elle est dans la sauce complète. Il y avait un moment pendant le Renaissance Tour où carrément Beyoncé avait cuté Lizzo des noms qu'elle name drop dans un de ses sons. Et là, en fait, dernièrement, parce qu'elle faisait sa 3e date à Atlanta, elle a carrément crié dans le micro « I love you, Lizzo ». Donc, il y a plein de gens qui sont un petit peu en dilettante sur ça, en mode « Mais qu'est-ce que fait Beyoncé ? On ne sait pas plus de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle donne la force à Lizzo alors que c'est quand même chose qu'il y a sur sa tête ? C'est dangereux, ça peut mettre à mal sa carrière, elle va se faire cancel, etc. » Bon, sachez déjà que je pense que Beyoncé, pour qu'elle se fasse cancel, il faut vraiment qu'il se passe un truc de ouf, genre limite qu'elle tue quelqu'un, tu vois. Et encore, genre la BIA serait capable de dire « Mais elle avait raison de tuer cette personne !» Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc,
Donc, non, je pense pas que ça va faire du mal à Beyoncé, peu importe le outcome. Maintenant, s'il y a bien quelque chose qu'on connaît de la side de Beyoncé et Jay-Z et de tout ce qui s'ensuit, c'est que avant de faire quelque chose ou un move, ils font leur recherche. Je pense qu'ils ont quand même fait un peu leur recherche, qu'ils se sont renseignés, qu'ils ont appelé l'ISO, qu'ils ont demandé sa side, qu'ils ont appelé les avocats, qu'ils ont blablabla, avant que Beyoncé puisse prendre position. Et puis ensuite, faut pas oublier que Lizzo, c'est quelqu'un qui a toujours show du love à Beyoncé. Elle s'est toujours mis à genoux devant elle. Elle a toujours dit, c'est grâce à toi que je fais ça, c'est toi qui m'as inspiré, c'est tout. Enfin voilà, elle a toujours mis Beyoncé sur un piédestal. Et donc du coup, Beyoncé, ça reste quelqu'un d'humain. Et si par exemple, elle valide Lizzo et qu'elle-même, elle connaît l'industrie et qu'elle se dit que les gens sont prêts à tout pour faire de l'argent sur toi ou se retourner contre toi parce que tu veux pas les payer plus ou des trucs comme ça, bah, Beyoncé a le droit de prendre quand même son parti. Ça me fait un peu penser un petit peu à l'affaire Megan Thee Stallion Tory. Il y en a compris des partis pour un, partis pour l'autre. C'est en fonction de ton affinité, en fonction de ce que tu sais, de ce que tu connais, des avantages que tu vas avoir businessment parlant ou artistiquement parlant. Enfin, il y a trop de strates en fait. Et nous, on n'est pas dans l'industrie même, on n'est pas derrière, on n'est pas dans les coulisses pour savoir ce qui se passe. Donc, c'est pas un I love you Lizzo sur scène qui va changer quelque chose. Ça se trouve, Beyoncé, nous, on ne sait pas, mais ça se trouve, Lizzo, elle est au bord du suicide, Beyoncé le sait, et donc elle veut lui donner la force comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça se trouve, Lizzo, elle est en management chez maintenant Roc Nation, comme Megan. Enfin, franchement, je sais pas, mais bref, vous m'avez compris. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait polémique, puisque même il y a certaines vidéos de gens qui ont filmé ce moment, et t'entends les gens derrière qui font « Oh, what, are you sure ?» Tu vois, des trucs comme ça. Et c'est vrai que je peux comprendre pourquoi les gens sont confused, parce que le case est chaud quand même. Le case est chaud et Lizzo n'est pas sortie de l'auberge. 4e sujet, on va parler de Nicki Minaj vs le Bardi Gang. Donc comme vous le savez, Nicki Minaj a montré un extrait de son prochain single. Je pense qu'on l'a même vu sur un set de clips, etc. Donc je pense que c'est vraiment le single qui va sortir incessamment sous peu. Et il y a des membres du Bardi Gang sur Twitter qui ont commencé à dire « Ouais, comme le rap fonctionne pas, ils vont vers la pop pour faire de l'argent ou pour réussir parce qu'ils savent que la pop, ça pète. » Donc Nicki Minaj s'est empressée de fermer la bouche à tout le monde en faisant un long ass fucking tweet en montrant toutes les stats qu'elle a fait avec les sons rap, ses derniers sons rap dernièrement, pour dire arrêtez de dire de la merde, fermez votre bouche. Non, voilà. Elle a parlé de Red Ruby, qui a été le highest debut solo female rap song in 2003, avec pas de promo, pas de vidéo, pas de radio, pas de snippet, etc. Super Freaky Girl, voilà, numéro 1, tout le bordel. Princess Diana, qui était charting dans le Hot 100. Pound Town 2, pas de clip, machin, surprise drop, qui était dans le Hot 100. Le Hot 100, et puis après, elle parle de Pink Friday, de bachar de trucs, enfin bref, en gros, elle a fermé la bouche aux gens. Et c'est vrai que je trouvais ça aussi un peu con parce que Nicki, elle est connue pour sa versatilité et faire du son sur tout, en fait. Sur de la trap, de la pop, du rock, de la techno, de la house, du reggae. Enfin, en fait, je pense que justement, là, sur 2022-2023, elle a beaucoup fait de rap, comme on l'entend. Donc, si elle a envie d'arriver avec un son pop, elle peut, quoi. Enfin... La meuf nous a fait de la drill, nous a fait de la trap, nous a fait de la drill avec Fabio, nous a fait de la trap avec Lil Baby, nous a fait d'espèces de trucs, du ratchet avec Pound Town, de la drill avec Ice Spice. Quand elle a fait Super Freaky Girl, ok, c'est un sample de Kentage, c'est tout le bordel là, de Super Freak, pardon. Mais ça reste dans le délire un peu afro-américain, hip-hop et tout. Mais donc voilà quoi, genre là qu'elle parte un peu dans la pop, enfin pour moi c'est logique. Elle veut montrer sa versatilité, donc j'ai pas trop compris pourquoi les gens sont partis en cacahuète. Mais bon, voilà, après c'est le Bardi Gang, hein, on va pas se leurrer, sachant que Cardi B là, en plus ça va pas trop. Et d'ailleurs on va parler de ce sujet directement. Donc Cardi B est dans la sauce parce qu'il y a une de ses songwriters, donc en gros une des meufs qui écrit pour elle, qui a parlé. Donc lors d'une interview, il y a une meuf qui s'appelle Amy Luciani, donc je sais qu'elle est aussi dans Love and Hip Hop, dans les dernières saisons de Love and Hip Hop, qui a donné une interview dans laquelle elle dit qu'elle a fait partie d'une writing session, donc une session d'écriture pour Cardi B. Et donc elle explique ce que c'est qu'une session d'écriture. En fait, elle a dit c'est une dizaine d'écrivains de musique dans la même pièce, où on leur donne un projet, on leur dit voilà,
tel label cherche un son de tel type de musique, donc pop, hip-hop, trap, ce que tu veux, pour tel artiste. Et la personne qui écrit la musique, si vous arrivez à sortir avec un bon son, vous êtes payé tant. Vous allez être crédité tant, vous allez, voilà, en fonction du contrat, tu vois. Writing sessions. I have been in writing sessions for Cardi B. Okay. And I'll leave it at that. That was my most biggest opportunity. Okay. And I was the only girl in the room with all the male writers. So. Et elle a dit qu'elle était dans une session d'une dizaine et c'était la seule meuf. Et la session, c'était pour Cardi B. Donc ça devait être Atlantic Records qui a demandé pour Cardi B. Enfin bref, vous m'avez compris. Et du coup, ça a fait parler parce que carrément ton label commande une writing session pour toi, ça va dans le sens de oui, Cardi B n'écrit pas ses sons, ou pas tous, ou pas forcément, ou participe pas à tous ses sons. Et t'as Nicki Minaj d'ailleurs dans la foulée qui a fait un tweet un peu shady et qui a dit one writers, one song, un truc comme ça, attendez, parce que forcément je l'ai pris. Elle a dit one writer on the entire song. Donc en gros, une meuf qui écrit, genre une écrivaine, enfin une autrice, un écrivain, je crois, pour un son en parlant d'elle. Donc elle a un petit peu mis son 2 cents, tu vois. Et je crois que Cardi B aurait parlé en DM à Amy Luciani pour la remettre à sa place et tout. Mais ça, j'ai pas trop vu, j'ai pas trop suivi. Mais en tout cas, c'est vrai que là, c'est un petit peu la guéguerre. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu dur ces temps-ci pour Cardi. Moi, je pense qu'en fait, Cardi, de base, c'est pas une rappeuse. Quand je dis une rappeuse, c'est genre qu'elle fait pas du rap par passion. Elle l'a déjà dit dans plein d'interviews. Elle faisait ça pour l'argent et pour se sortir des strip clubs, en fait. C'est une entertaineuse. Mais c'est pas une rappeuse comme Nicki Minaj rappe depuis qu'elle a... et qu'elle était dans les DVD de freestyle et tout, genre... Ou comme Lato. Lato, ça se voit que c'est le rap, c'est sa passion. Elle aime rapper. Même si elle a dit qu'elle veut pas faire ça toute sa vie. Elle était dans le rap game déjà à 16 ans. Elle a gagné ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, tu vois, que le rap, c'est vraiment ce qu'ils aiment. Tu vois, à défaut, même quand il le rap, bon, ok, même si elle a tout pris de Dej Loaf, ça se voit qu'elle kiffe ça, la musique. Mais moi, j'ai l'impression que Cardi, c'est l'argent qu'elle aime. C'est genre en mode, c'est une entertaineuse. Elle sait qu'elle a un don d'entertainment. Elle a une forte personnalité. Elle fait rire, nanani. Et en fait, elle veut capitaliser de tout. Que ce soit de la mode, de l'alcool, de sa culture de stripper, du rap, de l'acting, parce qu'elle a déjà elle a déjà fait des caméos dans des films. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est sa personnalité en fait qu'elle vend. Mais elle est rentrée par la porte du rap parce que c'est Bodak Yellow qui a pété. Mais pour moi, elle avait même essayé de faire des poupées, etc. Donc pour moi, en fait, Cardi, c'est plus une entertaineuse qui peut toucher plus ou moins à tout, qu'on connaît en tant que rappeuse parce qu'elle est rentrée par cette porte, mais qui peut plus ou moins capitaliser sur beaucoup de choses. Genre Cardi B, moi je la vois grave carrément même faire un one-man show, quoi. Je la vois avoir son propre talk show, je la vois jouer vraiment dans un rôle dans un film, ça peut être même un rôle de comédie, je la vois avoir sa ligne de make-up, je la vois avoir... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais c'est pas genre une rappeuse genre qui aime rapper, qui a gratté le sol, qui a gratté les lignes depuis qu'elle a 10 ans, quoi. Tu vois, genre, non, je ne pense pas. Je pense vraiment pas. Et d'ailleurs, c'est même comme ça qu'elle a pété. De base, c'était sur Vine et sur Insta parce qu'elle avait une grande bouche et qu'elle avait une forte personnalité. Et c'est ça qui a fait qu'elle avait ses premiers followers et qu'elle finit sur Love and Hip Hop. C'est même pas parce que... voilà, quoi. Donc... Et d'ailleurs, ça se ressent parce que les sons d'elle qu'on kiffe vraiment, c'est les sons où, par exemple, elle va un peu tailler ses haters, mais c'est parce qu'elle a sa grande bouche. Donc, quand elle laisse sa grande bouche parler, voilà. Le seul problème, c'est que ça fait un petit peu redondant. Mais je pense pas qu'elle ait un don pour, par exemple, la top line ou pour le choix des beats ou pour le placement sur les sons ou pour bien, des fois, articuler une musique. Ou, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, voilà. Ce n'est que mon avis personnel. On va rentrer dans le côté musique avant que je vous laisse. Donc, il y a Coi Leray qui va balancer un nouvel EP incessamment sous peu qui s'appelle Blue Moon parce que comme vous le savez, son dernier album n'a pas forcément fonctionné et je pense que c'est parce que c'était un album, même moi quand je l'ai écouté, je me suis dit mais c'est pas sur ça qu'on l'attend. Genre, c'est difficile à dire, meuf, t'as piqué, c'est plus ou moins... Je pense pas qu'elle ait piqué, je pense que c'est parce que c'est vraiment son style et que c'est sa voix et que c'est comme ça qu'elle pose, mais t'as tous les codes de Dej Loaf. Ce qui t'a fait péter, c'est tous les sons comme No More Parties et tout, avec Lil Durk et tout, en mode où t'es vraiment hip-hop Dej Loaf. Donc on t'attend sur ça, en fait. On t'attend sur ce type de musique.
Et peut-être qu'elle l'a compris, et peut-être que dans l'EP Blue Moon, bah, c'est un petit peu des sons qu'elle va nous faire, quoi. Moi, j'aime bien la Coi Leray hip-hop, tu vois. Donc, son album, c'est vrai que ces 2 albums, je les ai pas saignés, mais ces singles, je vais les saigner, par exemple, ou certains sons. Moi, je l'écoutais vachement plus, même à l'ancienne, tu vois, pour vous dire. Enfin, quand elle n'était pas vraiment connue. Donc, voilà. Ensuite, il y a ce dont je voulais vous parler, bien évidemment, mon coup de cœur, qui est sorti. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Ça a vraiment été mon coup de cœur et c'est pour ça que je vais finir ce podcast sur ça. Si jamais il y a des sujets que j'oublie, parce que sinon ça va être trop long, je vous les ferai demain. Seigneur Dieu, mon coup de cœur. Victoria Monette qui a sorti le clip de On My Mama. Oh my God, on my mama, on my hood, I look fly, I look good. Oh là 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 là. Et si vous n'avez pas vu le clip, allez le voir, faites-moi plaisir. Si jamais, j'ai la chair de poule. Mais pour de vrai, j'ai la chair de poule pour de vrai. Genre, si j'aurais dû faire un clip, ça aurait été ce clip. Tu vois ou pas? Si moi, a 90s kid, tu vois, qui est né dans les années 90, j'aurais sorti un clip. Si, moi, qui ai grandi avec les Alia, les Ciara, tout ça, là. Tu vois ou pas? Moi, qui a grandi avec les Chris Brown, les Beaux, tout ça, là. J'aurais dû sortir un clip. J'aurais sorti ça, en fait, les gens. Vous êtes balades ou quoi? Avec le baggy marité et les New Era avec le haut court. Et je vous jure, il y a trop d'artistes qui ont essayé d'avoir cette esthétique, s'il vous plaît. Il y a Danilé qui a essayé, il y a Normani qui a essayé, il y a trop de meufs dans le game qui ont essayé d'avoir cette esthétique. C'est la première que j'ai vue réussir cette putain d'esthétique. Non, il y avait eu Mila J à l'ancienne, mais elle est plus âgée, donc c'est facile. Mais là, non, je vis pour ça. Non, c'était trop stylé. La meuf, elle a fait au moins 5 tenues. Les 5 tenues, ça représentait les sons à l'ancienne et tout. Jusqu'à la fin, elle a fait le gros truc blanc comme la vidéo humoristique que j'ai fait avec Balou, qui viennent de Drusky. Elle a fait les pas comme ça et tout. Et non. Et puis le son. On my mama, I look good, I look fly. Non, franchement, on my hood. Ah non, j'aime trop. Ça y est, c'est mon son. Ne cherchez pas, c'est mon son. Tu vois, de toute façon, je pense que vous avez compris que de base, moi, je suis très R&B dansant. Après, c'est comme quand il y a eu What it is, oh, what's up. Bah, je suis dans ce style, tu vois. Là, tu me fais un on my mama, on my hood, et I look fly, I look good. Ah non, non, vous êtes des malades ou quoi? C'est trop. Je pense qu'elle va sortir son album Jaguar 2 dans pas longtemps parce que justement il y a un plan dans le clip où elle est dans une voiture et sur la plaque c'est marqué, désolé je regarde souvent à côté encore, faut que j'arrête de me filmer avec le retour parce que je regarde tout le temps, où sur la plaque c'est marqué Jaguar 2. Donc je pense qu'elle va sortir son album Jaguar 2 incessamment sous peu et il a l'air très lourd parce que déjà Party Girls il était trop bien. Désolé, je n'avais plus de place dans la carte mémoire. Quand elle a fait le Some Cut Challenge, ça a fonctionné. Et en fait, elle a compris les codes. Et le bounce back depuis qu'elle a eu sa fille, le Body is Here, elle est trop belle. Et c'est elle qui écrivait des sons pour Ariana Grande. Donc, artistiquement, ça se voit qu'elle a... Artistiquement, ça se voit. En plus, c'est elle, de toute façon, qui a eu les idées pour le clip. Enfin, vous voyez ou pas? J'aime trop les artistes comme ça. Moi, j'aime trop les artistes comme ça. Les Doeshi, les Victoria Monette. C'est pour ça que Doja Cat, en fait, même si elle a pris ce chemin-là, il y a une partie de moi qui... Parce qu'elle a ça aussi, tu vois. Doja Cat, elle a ça. Elle est un peu crazy, mais elle a ça. D'ailleurs, en parlant de Doja Cat, elle a perdu plus de 1 million de followers sur les réseaux sociaux depuis. Même si son single Paint the Town Red fonctionne pas mal, je crois qu'il va être à la 15e place du Billboard, et parce qu'il est catchy quand même. Moi, j'aime trop le pré-refrain et le refrain. Oh, I said what I said. I'd rather be famous instead. Oh, she the devil. She a bad little bitch, she a rebel. She put the food on a pedal. Non, franchement, voilà. Ce côté-là, j'aime bien. Après, quand elle fait un peu les couplets, je préfère le deuxième que le premier.
I don't need a on a new sidekick. Tout ça là, j'aime bien. Mais le premier couplet, j'aime un peu moins. Genre, I have magical foresight. Non, j'aime un peu moins. Mais bref, mais en tout cas, et je sais que là, elle a répondu à des followers encore mal, en mode, parce qu'elle a mis, il y a que les gens qui la follow qui peuvent répondre, et il y a quand même des haters qui parlent dans ses DM, et elle se dit, mais attends, mais je comprends pas, du coup, t'es un hater, mais tu me suis, parce que j'ai mis que la possibilité aux gens qui me suivent de commenter. Enfin voilà, peut-être qu'elle sait ce qu'elle va faire. En tout cas, l'album s'appellera Scarlett au final, et pas Hellmouth ou je sais pas quoi. Il va s'appeler Scarlett, je crois. Et il devrait sortir incessamment sous peu. Mais allez voir en ma mama, en ma hood, I look fly, I look good. Ah là 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 là. En plus, j'aime trop sa fille, Hazel. Elle me fait trop rire, elle est trop intelligente pour son âge. Et... Ben, vous savez quoi, j'ai tellement envie de finir ce podcast pour aller écouter mon son là. Merci. C'est ce que je vais faire. Je vais... Parce qu'en plus, je dois tourner Good Times avec Balou, parce qu'on a fait une petite pause dans Good Times et là, on revient. Donc, laisse-moi écouter Oh ma mama, oh ma hood, we on the cover. Mais il y a trop de Corée. Il y a la Corée de la fin, il y a la Corée du milieu, la Corée du début. Il y a trop de Corée. Mais on vit pour ça. On aime ça, on vit pour ça. Voilà. Bref. En tout cas, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain What's a Pod. Peace.